Une crise diplomatique éclate en Afrique de l'Ouest. Le président du Niger accuse directement la Côte d'Ivoire et son chef d'État d'être impliqués dans une attaque terroriste. Des accusations lourdes de conséquences qui ont immédiatement provoqué une réaction ferme d'Abidjan. Convocation d'ambassadeurs, demande officielle de preuves, ton dur du gouvernement ivoirien. Que se passe-t-il réellement entre ces deux pays? S'agit-il d'un simple malentendu politique ou d'un conflit plus profond? Restez jusqu'à la fin pour comprendre tous les enjeux, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Il faut dire que cette réaction vient à point nommé, parce que c'est d'autant plus grave les accusations du général Tiani, qui est le président du Niger, qu'il fallait que la Côte d'Ivoire réagisse. S'il a cité nommément le président de la République, Alassane Ouattara, donc il fallait que la Côte d'Ivoire entame une procédure qui puisse amener le général Tiani à justifier ses propos, à donner les preuves qui le fondent à accuser la Côte d'Ivoire et avec à sa tête son président de la République. Et moi, j'ai apprécié la démarche de notre ministre, Madame Kaba Nialé, qui, après, suite aux accusations, a convoqué l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, autant que moi. Je pense que il ne faudrait pas que des personnalités se lèvent pour accuser à tout vent la Côte d'Ivoire, et cette procédure enclenchée par notre pays est aussi l'occasion pour amener ces différents pays-là, notamment le Burkina, et on est accoutumé de cela. Aujourd'hui, le Niger a donné la preuve. Si effectivement notre pays est impliqué dans les attaques, le président de la République a été nommément cité, comme je le disais tantôt, est impliqué dans la craque, on saura effectivement à notre niveau ici en Côte d'Ivoire c'est ce qui va suivre, les réactions que nous aurons vis-à-vis de nos autorités. Mais il ne faudrait pas que à tout va des personnes s'élèvent, attaquent nos autorités, et parce que à un moment donné, elles n'ont pas apprécié que nos autorités aient leur mot à dire suite aux différents putschs qu'il y a eu dans ces différents pays. D'accord. Eric Bayala, qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement ivoirien durcisse le ton après cette rencontre chaleureuse entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui explique ce changement de ton? Oui, mais vous savez que dans les propos tenus par le général Tiani, il a très clairement cité nommément les chefs d'État. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il a cité le nom du président de la République. Or, le président de la République est le premier des Ivoiriens. Il incarne donc tout un symbole pour un pays. Et dans les relations internationales, quand vous attaquez un pays souverain qui sans véritablement apporter des preuves, en l'espèce, la Côte d'Ivoire a été accusée d'une attaque terroriste. Donc les faits sont suffisamment graves. Et pour que le président de la République du Niger puisse tenir ses propos, il aurait dû avoir avec lui des éléments factuels, des preuves qui mettent donc réellement en cause ces chefs d'État. Mais en ne le faisant pas, justement, il a posé un acte manqué, mais d'une, maladresse diplomatique qui oblige la Côte d'Ivoire, qui est un État sérieux, de pouvoir avoir cette attitude, parce que la réponse de la Côte d'Ivoire participe non seulement à rassurer les Ivoiriens, pour leur dire que dans ce qui a été dit, les propos tenus par le général Tiani, la Côte d'Ivoire n'est menée ni de près ni de loin. Et pour donc donner du coffre à la posture étatique, un courrier officiel a été adressé demandant aux autorités nigériennes de fournir les preuves d'une telle accusation. Mieux, l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire a été convoquée par Madame la ministre d'État en question des affaires, en charge des affaires, étrangères, pour le lui signifier de vive voix. Ça, c'est la posture d'un État souverain qui se respecte, qui met son peuple en confiance, et une attitude de fermeté pour dire que la Côte d'Ivoire n'est menée ni de près ni de loin
à des situations subversives de quelque manière que ce soit vis-à-vis des États voisins. Et donc, elle ne saurait tolérer des propos attentatoires à l'honneur de celui qui incarne l'unité nationale, qui incarne la République, notamment le président Alassane Ouattara. Mais à côté de cela, juste après la sortie grotesque du président nigérien, il y a un communiqué de ceux qui ont participé à cette attaque-là, qui l'ont revendiqué pleinement. Et je pense que la posture du Niger aurait voulu, peut-être que par un communiqué, ne serait-ce que réaviser sa position. Mais jusqu'à présent, on n'observe aucune posture. Et ce qui est désolant, c'est de pouvoir chercher à politiser des questions de sécurité. Et quand ça prend cette tournure, vraiment, ça participe à saper les relations entre les États. Michel Betta, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette réaction du président nigérien était juste la fumée qui cachait en réalité le vrai cœur du problème, qui est la sécurité pour certains? Oui, la question de sécurité est une question vraiment importante dans la sous-région. Il faut dire que depuis quelque temps, le Niger est en proie au terrorisme, au trafic et au trafic de tout genre, disons. Donc, c'est une question qui nous concerne un peu tous, les pays de la sous-région. Il faut adresser à ces questions-là des réponses communautaires pour la sécurité de nos populations et de nos concitoyens. Mais l'attaque de la base militaire et de l'aéroport c'est des zones stratégiques dans la lutte contre ce phénomène-là du terrorisme. Donc, je comprends que les autorités nigériennes soient vraiment embêtées vis-à-vis de cela, parce que ça va saper certainement leur capacité de fourniture logistique à certaines positions avancées dans la lutte contre le terrorisme. Mais jusqu'à accuser un pays sans apporter de preuves, bon, on attend toujours. Moi, je suis de ceux qui aiment les faits pour en parler. Donc, je me dis que si les Nigériens ont eu l'audace, le courage de porter ces accusations aussi, aussi graves contre certaines autorités, parce qu'il y a eu le Bénin, il y a la France et puis il y a la Côte d'Ivoire. Bon, on attend toujours de voir ce qu'il en est. Mais pour ce que je sais, ça dit que la réaction de la Côte d'Ivoire sans rompre les liens diplomatiques est une bonne réaction. Bien qu'on ait choisi avoir de la fermeté, on garde toujours ces bonnes relations-là, ces relations diplomatiques assez importantes parce que la question de la sécurité dans la sous-région, en rompant ces liens-là, on peut amplifier ou bien ça peut devenir encore plus grave. Donc, il faut garder tous ces liens-là pour que la réponse apportée à ces questions de sécurité-là soit plus ou moins collective. Donc, pour l'instant, on observe toujours de voir si les autorités nigériennes n'ont pas d'autres arguments que les propos qu'ils ont brandis, on sera à même de dire que c'était trop gros et qu'il fallait pas arriver jusque-là et qu'il faut éviter à l'avenir que cela se répète. Sangaré Yacouba, comment vous interprétez cette réaction de la Côte d'Ivoire quelques jours, plus d'une dizaine de jours après les faits et puis après avoir également tenté l'approche diplomatique? Oui, je pense que c'est une mise en garde très justifiée et la Côte d'Ivoire devait le faire, voilà, pour justement mettre fin un peu à toute cette litanie d'accusations, voilà, que le Niger, le Mali, le Burkina en général, les jeunes qui dirigent ces pays-là portent contre la Côte d'Ivoire sans preuve. Dans le cas spécifique du Niger, la réaction était attendue et moi je suis content de la fermeté avec laquelle le gouvernement réagit parce qu'il fallait cela. D'abord, ce sont des accusations infondées qui ne reposent sur aucune preuve. Par preuve, quelques heures après, ceux mêmes qui ont fait l'attaque, l'État islamique a revendiqué l'attaque. Donc, ça veut dire que on n'a pas besoin de chercher les auteurs de l'attaque ailleurs. Et deuxième chose qui montre qu'ils sont dans la provocation, après la revendication par l'État islamique de l'attaque, on n'a jamais eu ni une note d'excuse, ni une autre réaction. Ça veut dire que la sortie des Tiani a été faite sciemment. Ils sont dans une stratégie de diaboliser notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, parce que ces pays s'opposent justement au fait que l'ordre constitutionnel ne soit pas rétabli dans ces pays-là. Vous savez que ça, depuis le Mali, ça va faire 5 ans, mais plus de 5 ans maintenant, 6 ans, le Burkina, on va vers 4 ou 5 ans, le Niger, pareil, lui, Tiani, il est là, ça fait 2 ans. Donc, voici des jeunes qui ont pris le pouvoir par la force des armes et
et les pays de la CEDEAO, notamment certains pays de la CEDEAO, notamment avec la Côte d'Ivoire, demandent l'établissement de l'ordre constitutionnel. Voilà ce qui les dérange. Donc ils sont pas dans une logique de vouloir faire des transitions pour transmettre le pouvoir à un civil et de telle sorte qu'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel. Ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir. Donc ils cherchent toujours à créer vraiment, je vais dire, le cafouillage, si je peux m'exprimer ici, apporter des accusations fallacieuses pour donner le sentiment que eux ils sont dans une guerre de souveraineté, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Donc la Côte d'Ivoire devait réagir parce que les accusations étaient suffisamment graves pour que la Côte d'Ivoire reste silencieuse. Très grave dans la mesure où c'est l'image, et le reportage l'a dit, du président de la République qui est visée et qui est brocadé là. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter cela. Surtout que cela ne repose sur rien. La Côte d'Ivoire n'est de près ni de loin mêlée à cette attaque-là, puisque je l'ai dit, ça a été revendiqué. Derrière tout ça, je pense que c'est un paravent pour cacher une réalité triste. Le Niger aujourd'hui, la réalité triste, c'est que le Niger aujourd'hui est incapable. Le général Tiani est incapable non seulement d'assurer la sécurité du Niger, parce qu'il ne peut pas faire face aux périls djihadistes. À Niamey, ils ont frappé un site stratégique à l'aéroport où se trouvait le centre de commandement commun des pays de l'AES où ils coordonnaient toutes les opérations de lutte contre le terrorisme. Donc ils l'ont frappé là où ça fait mal. Pour lui, c'est vraiment une humiliation. Deuxième chose, sa gouvernance est désastreuse. Depuis le mois de mai au Niger, il n'y a que des retards de salaire et aujourd'hui ça grogne. La hausse exponentielle du coût de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, et il y a une vraie bombe sociale à retardement. Donc, il est incapable de gérer ce pays et donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est vraiment de créer cette fausse crise-là en essayant de cacher vraiment la misère qu'aujourd'hui qui est derrière sa gouvernance au Niger. Donc, la Côte d'Ivoire a le droit de réagir parce qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Et je pense qu'elle doit s'inscrire maintenant dans cette logique. C'est pourquoi j'ai bien apprécié la réaction du porte-parole du gouvernement. Peut-être que la Côte d'Ivoire a voulu prendre la hauteur les années passées en n'essayant pas de répondre à ces accusations-là. Ils peuvent interpréter ça comme un aveu de faiblesse, alors que ce n'est pas le cas. À un moment donné, il y a un adage qui dit que quand vous êtes dans un bal avec des non-voyants, si quelqu'un l'un de vous piétine une fois, deux fois, il faut que vous lui piétinez après la deuxième fois pour que la personne réalise qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Je pense que c'est ça. Je pense que vous allez voir avec cette réaction ferme-là et les pays de l'Est feront attention et je pense que la Côte d'Ivoire a le droit d'y réagir. Il ne faut plus être silencieux face à des gens qui sont dans la provocation inutile et outrancière. Cette affaire dépasse de simples déclarations politiques. Elle touche à la souveraineté, à la sécurité et à l'équilibre des relations en Afrique de l'Ouest. Entre accusations graves et demandes de preuves, une chose est certaine. La tension reste vive et les prochains jours seront décisifs. La vraie question maintenant est simple. Qui apportera des preuves concrètes et comment cette crise va-t-elle évoluer? Donnez-moi votre analyse en commentaire. Pensez-vous que cette situation va s'apaiser ou s'aggraver? Abonnez-vous pour suivre la suite de ce dossier et toutes les grandes actualités géopolitiques de la région.